Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David, Comment ça va? ça va et vous? Vous avez vu le décor? Il manque plus que vous là, hein? Magnifique. Vous avez vu, hein? Eh oui, Elle est où là? On la voit pas? Bon, revenez nous toujours voir. au Revenez bureau. nous voir. Bon, on parlait il y a quelques jours de ces propos de Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U, qui estimait que l'État était le grand gagnant. On parle de l'essence et du prix des carburants et de la hausse du prix de l'essence. Hier, c'est Thierry Cotillard, son homologue chez Groupement Mousquetaire Intermarché, qui Oui. relance le débat en affirmant que l'État doit réduire sa marge pour contenir la hausse du prix de l'essence. Et là, il dit, là, ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on pense que Bercy a réfuté le fait que l'État soit le grand gagnant de la hausse des prix du carburant? On en pense quoi? Parce qu'on comprend que ça fait quand même plus de TVA et donc plus de recettes pour l'État, puisque mécaniquement, la TVA est à 20%. Et donc si le prix est plus cher, eh ben, il y a plus de recettes pour l'État. On pense quoi de ce débat-là? C'est un débat très intéressant, hein. Là, on voit que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire, hein, par rapport à la hausse du prix à la pompe, hein. Ça a déjà été évoqué par Anne, hein. Le Premier ministre, la semaine dernière, un mercredi dernier, en Conseil des ministres, a demandé de réfléchir, hein, du côté de Bercy, de proposer des solutions pour d'éventuelles mesures réglementaires sur le plafonnement des marges ou alors sur des mécanismes permettant de lisser les hausses et les baisses des prix des carburants. On a l'impression pour l'instant que ces mesures-là, elles ne vont pas être vraiment sur la table, hein, David. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas des solutions. Ça pourrait créer aussi de la pénurie, hein, de bloquer les marges, de bloquer les prix. C'est un peu, finalement, comme l'a dit d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc, hein, tout ça c'est un peu du cinéma. La seule chose qui peut être faite aujourd'hui, c'est effectivement, et là les distributeurs insistent là-dessus, l'idée de baisser un peu les recettes fiscales de l'État liées à la hausse des prix. Alors ça, vous l'avez dit. Alors il y a deux fiscalités en fait, hein, sur les carburants. Il y a l'ancienne TICPE, hein, qu'on appelle maintenant accise sur les produits, les carburants. Et puis de l'autre côté, il y a la TVA. Alors l'accise, elle bouge pas. Elle est en centimes par litre, donc c'est pas ça qui va apporter de la recette supplémentaire. En revanche, la TVA, bah oui, à partir du moment où on dépasse les 2 euros le litre, ça peut rapporter entre 3 4 milliards d'euros de plus. Sachant qu'il faut aussi réfléchir à une chose, c'est que chaque fois que le prix augmente, ça baisse aussi potentiellement la consommation et donc ça augmente pas forcément d'autant, hein, le niveau de recettes. Donc on a quoi? On a entre 3 et 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires qui pourraient tomber en TVA dans l'escarcelle publique à cause de ces Et augmentations de on en prix des fait quoi carburants. alors de ces 3 à 5 milliards Alors d'euros? nous, à la Fondation IFRAP, on a une proposition, hein, sur le sujet, qui est une proposition assez équilibrée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans la proposition de passer à la TVA à 5,5. De toute façon, en plus, c'est pas vis-à-vis de la Commission européenne et tout ça, c'est quasiment impossible. En revanche, on peut se dire, bah, la part de TVA qui pèse sur l'ex-TICPE, et qui correspond à peu près aux augmentations de recettes que pourrait toucher l'État en TVA, eh bien ça, on pourrait dire, bah, on le rend aux Français, tout simplement en baissant le niveau d'ex-TICPE sur le gasoil et sur l'essence. Et là, c'est environ 4 à 4,5 milliards qui pourraient être rendus aux Français. Donc, et qui ramènerait le prix à la fois du gasoil au litre et à la fois de l'essence au litre au niveau de la moyenne européenne, hein. Parce Hmm. qu'il faut se dire une chose, David, c'est qu'on est parmi quand même les plus taxés dans l'Union. On est cinquième et sixième en fonction de si on regarde le gasoil ou l'essence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on a une marge un peu pour baisser le niveau Hmm. de taxe. Vous le Alors on rendez sera à tout le jamais au. monde, vous le rendez à tous les Françaises qui le sentiront moins. Il ne vaut pas plutôt cibler des Français plus vulnérables qui Alors prennent non, alors là leur voiture clairement pour aller le travailler sujet, enfin en fait ce que vous posez comme question c'est faire des chèques. Eh ben faire des chèques, on n'en a pas les moyens du tout. Faire des chèques en plus c'est vraiment rentrer à nouveau dans des coûts qui seraient bien supplémentaires, hein, bien supérieurs à ce que j'ai évoqué comme proposition. Pourquoi? Bah, parce qu'on l'a vu, hein, en 2022 et 2023, les niveaux de chèques, hein, anti-inflation, etc., etc., bah, ça a dépassé en cumulé sur 2 ans de l'ordre d'une centaine de milliards, hein. Donc on est quand même d'une certaine manière là, on est face
au mur de notre situation des finances publiques qui est absolument catastrophique aujourd'hui et on n'a pas du tout les moyens de refaire des chèques. Hein. Là, c'est totalement illusoire. D'autant plus que on est dans une période où on va commencer à regarder particulièrement la France en se disant, mais attends, comment va sortir notre pays du choc qu'on est en train de vivre, du nouveau choc sur ces prix du pétrole et qui peut nous emmener derrière vers des augmentations de taux Ouais. qui seraient beaucoup plus importantes. Agnès, Donc, Agnès, juste, nous, j'ai compris l'idée. L'option du gouvernement qui cherche à mettre la pression sur les marges des distributeurs, quand je vous écoute, vous me disiez avant, ça c'est une erreur. Il ne faut pas mais c'est chercher. une erreur parce qu'on peut créer la pénurie en fait. On peut, vous voulez baisser les marges, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que finalement les flux vont arriver vers d'autres, vont aller vers d'autres pays. Hein. Si on force les raffineurs, les importateurs à rogner sur leurs marges en dessous du prix du marché européen, bah, les bateaux vont se diriger vers d'autres pays européens. Et là aussi, on risque d'avoir un assèchement des approvisionnements de la France. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que finalement le gouvernement n'a pas tellement reparlé de cette option ces derniers jours parce que en réalité, elle a trop d'effets pervers et elle risque de nous mettre dans une situation pire que la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est encore pire de plus avoir de carburant que d'avoir un carburant cher. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. Ouais. Je rejoins les patrons de Système U, d'Intermarché, qui disent que maintenant, c'est plutôt sur le niveau de fiscalité que l'État doit faire un effort. Alors, pourquoi, David, en général, l'État veut pas tellement faire d'efforts sur la fiscalité? Parce qu'il a peur de pas revenir, de pas pouvoir revenir en arrière ensuite et de pas pouvoir remonter la fiscalité. Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire, mais pourquoi vouloir remonter la fiscalité derrière? Parce que comme on est finalement en moyenne plus imposé que dans l'Union européenne, ben, ça aurait du sens de rester ensuite avec un niveau de fiscalité un peu plus bas sur les carburants. Ce ne serait pas vraiment une catastrophe pour nos finances publiques et ça ferait aussi peut-être que les frontaliers iraient moins s'approvisionner de l'autre côté de la frontière, hein, comme on le voit avec la frontière du Luxembourg en ce moment. Pourquoi? Parce que les Luxembourgeois ont un niveau de TVA moins important et un niveau de l'équivalent de l'ex-TICPE moins important aussi au litre, qui fait qu'ils restent sur des niveaux de prix au litre qui sont moins élevés que les nôtres. Agnès, sur le débat là aussi, parce que le ministère de l'économie a réfuté le fait que l'État soit le grand gagnant de la hausse des prix du carburant. Vous en pensez quoi au final? Parce qu'il y a des effets de court terme et des effets de moyen-long terme, évidemment. Oui, mais il réfute avec toujours cette même idée que finalement, l'ex-TICPE, bah, elle augmente pas avec le prix, puisque c'est des centimes par litre qui sont c'est 59 centimes par litre pour le gasoil et 68,29 pour l'essence sans plomb. Donc, ça change pas en fonction du prix. Donc ça, c'est le premier argumentaire de Bercy, comme vous l'avez vu. Et puis le deuxième argumentaire, c'est de dire, bah oui, mais il y aura peut-être des recettes de TVA supplémentaires dans un premier temps, mais ensuite, ça peut aussi modifier la consommation. Donc on n'est pas sûr que sur le moyen long terme, on aura beaucoup plus de recettes. On peut quand même se dire que si il n'y a pas encore une envolée des prix encore plus importante, parce que là, ça pourrait avoir des effets évidemment qui seraient très différents. Mais si on reste autour de 2 euros le litre, on aura quand même des recettes de TVA en plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire entre 3 et 5 milliards d'euros de recettes de TVA que l'État en plus. cherchera à garder évidemment pour réduire le déficit, puisqu'on doit baisser de 0,4 points. Oui, mais vous savez, David, la position là-dessus que nous avons à la Fondation IFRAP, c'est pas en augmentant toujours l'impôt qu'on résout le problème des finances publiques, c'est plutôt en baissant la dépense publique. Malheureusement, on l'a encore vu pour 2026, qu'est-ce qu'on imagine à chaque fois? On imagine des taxes supplémentaires, des soi-disant taxes exceptionnelles qui sont prolongées, qui pèsent sur les entreprises de ce pays. Et ensuite, on dit, oh là là, comment on peut faire pour aider les entreprises face aux différentes crises? Et je crois qu'on ne les aide pas du tout avec les surtaxes IS, avec les minimums d'impôts pour ceux qui investissent en capital et en disant, oh là là, ils ne payent pas assez d'impôts. Mais non, mais en fait, c'est juste parce qu'ils prennent des risques avec leur argent et qui montent des boîtes et qui créent des emplois. Donc, à un moment, faut aussi
qu'on atterrisse un peu. Le sujet, ça doit pas être de toujours rentrer plus de fiscalité dans les caisses publiques. Le sujet, ça doit être de mieux dépenser l'argent Mm. public et de moins dépenser. Ouais, en attendant, Agnès, ce qui est vrai, c'est que, alors c'est les chiffres pour la zone euro, je ne sais pas si pour la France, mais on sera sûrement sur la même chose. On attend un PIB en hausse une croissance de 1,2% pour la zone euro. C'était avant le début du conflit. Un baril de pétrole à 100 dollars, ça amputerait, pour certains économistes, la croissance de 0,5 points. Si le pétrole reste à 100 dollars pendant toute l'année, ça fait donc 0,5 points de croissance. On passe de 1,2 à 0,7. C'est plus la même équation. Et là, évidemment, il faudra réagir. Bah, non, mais après, voilà, enfin, nous, pour la France, on a sorti une note de conjoncture de la Fondation IFRAP où on pense qu'on sera à une croissance à 0,9. Et encore, c'était avant ce choc qu'on est en train de vivre. Donc, imaginez ce que ce sera, David, si on a 0,5 de moins en France par rapport à 0,9. Ça veut dire on serait à 0,4. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que déjà, nous, on anticipe un solde public qui ne serait pas à 5% du PIB comme annoncé par le gouvernement pour 2026, mais plutôt à 5,4. Évidemment, si on a encore moins de croissance, eh bien, on ne sera pas à 5,4, on va rejoindre des niveaux autour de 5,6, 5,7. Et là, ça pourrait faire très mal aussi, hein, parce que la dette publique qu'on anticipe, nous, elle est autour de 119% du PIB Oui. avant le choc, là. Hein. Donc, la France sera démunie, oui. c'est ce qu'on se disait avec Anne de Guigné du Figaro juste avant. La France possiblement serait démunie en cas de nouvelle crise, si le pétrole restait au moins à 100 dollars pendant le reste de l'année. Démunie pour aider budgétairement les agents économiques qui en ont besoin. Non, on ne peut plus aider du tout. Enfin, c'est ça la réalité. C'est que on était dans une logique de soi-disant aide, et puis ensuite, c'était le quoi qu'il en coûte. On aidait tout le monde en s'endettant en plus et en regardant absolument pas comment on dépensait l'argent. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, oh là là, catastrophe, on n'arrive pas à redresser les comptes publics, on a trop de déficit. Et clac, on tape sur tous ceux qui créent la valeur ajoutée dans ce pays. Et ensuite, on dit, on n'a toujours pas finalement résolu notre problème de gestion publique. On a des dépenses publiques à 57% du PIB. On est quasiment 10 points au-dessus des autres pays en moyenne dans la zone euro. Et on se demande encore quel problème on a. Bah, on sait quels sont les problèmes en question. Non, ce que je vois, c'est qu'on est sur un énorme test sur la dette. Hein. Comment vont se comporter les taux sur la dette de la justement, France? c'est intéressant, Agnès, c'est intéressant parce que je voulais vous faire réagir là-dessus. C'est que, alors c'était il y a encore 24 heures, on était en dessous des 3,70% pour le 10 ans français. On a une envolée qui est liée évidemment à la hausse du cours du pétrole, mais qui ne touche pas seulement la France. On voit aussi en Allemagne, on est à 3% sur le 10 ans allemand, 3,80 sur le 10 ans italien. Et donc on a entre 30 et 40 points de base, même un peu plus, depuis 15 jours, de hausse des taux souverains en Europe. Ça change aussi peut-être un petit peu l'équation pour la France. Bah, bien sûr, derrière, c'est des milliards supplémentaires de charges de la dette. 3,70, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là. Ça faisait 15 ans. Et 15 ans. c'est ça, il faut remonter, je crois, 2011. à 2011 Ouais. pour avoir ce niveau de taux sur le 10 ans. La question, c'est est-ce qu'on a bien conscience qu'on aborde cette crise avec une fragilité extrême des finances de la France et vis-à-vis des marchés et par rapport à notre dette, avec aussi les risques sur la dette. Oui, mais c'est un problème européen. Je veux dire que ça ne touche pas que la France. Tous les pays souverains, Italie, Ouais. Espagne, voient depuis le début du conflit en Iran augmenter de Mais, 30 à mais 40 points de David, base leur taux à quels 10 sont ans. les pays européens qui sont entre 5 et 6% du PIB en déficit Et public? nous? Voilà, soyons clairs. Quels sont les pays européens, et Anne l'a rappelé tout à l'heure, qui ont augmenté autant que nous la dette sur les dernières années? Il n'y en a pas. Voilà. Donc, on est vraiment extrêmement fragile pour affronter cette crise. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, à expliquer finalement à la fois aux politiques et aux techniciens de ces questions à Bercy. C'est que finalement, on a l'impression qu'on est toujours sur la rustine. À essayer de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de dernière minute pour dire jusque-là, tout va bien, ça tient encore. Mm. Mais en fait, c'est extrêmement dommageable dans une situation comme celle-là, où on se dit, qu'est-ce qui peut se passer
on a une montée des taux, d'accord, qui est liée à la conjoncture actuelle, mais derrière, il peut aussi se passer des choses au niveau de la finance mondiale, avec une crise qui arriverait et qui serait une crise hybride, en fait, une sorte de crise hybride entre ce qu'on a vécu en 2022 et la crise financière qu'on a vécue en 2008. Avec des difficultés qui peuvent entraîner derrière une crise de la dette. Voilà, donc on sait qu'il y a aussi beaucoup de dettes privées aujourd'hui et des fragilités qui apparaissent aussi sur ce qui est détenu en obligation par le non bancaire. Et on peut vraiment se poser la question de est-ce que la France est prête? Non, la France n'est pas prête. Est-ce que nos La France entreprises n'est sont pas assez prête à quoi? solides? La France n'est pas prête à quoi? La France n'est pas prête à affronter une potentielle crise de la dette. Et, et donc, on n'est pas préparé et on n'est pas dans une situation de pouvoir maîtriser en fait ce qui va se passer après. Donc voilà, nous on l'avait dit que à un moment on tutoierait les 4% sur le 10 ans. À l'époque, on nous a dit, mais non, pas du tout, ça ne se passera pas. On avait expliqué qu'on allait vers les 100 milliards de charges de la dette annuelle. On nous avait dit aussi, mais non, ça ne se passera pas. Et puis voilà, on est très proche quand même maintenant de cela. Et finalement, l'impression que ça donne, c'est qu'on n'agit pas pour enrayer cette mauvaise dynamique qu'on a prise. Donc, il faut espérer que 2027 sera l'occasion d'avoir de vrais débats sur ces questions, David. Ouais. C'est poser sur la table vraiment ce sujet de la dépense publique, de la dette. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public de ce pays? Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a voulu poser comme question dans le cadre des municipales. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu tellement de débats sur la gestion financière de nos villes, et pourtant il y a tellement de Et bien choses à dire. justement, tiens, parlons-en. Vous avez sorti le palmarès de la gestion des villes de France. Quelles sont, alors en manque de Absolument. temps, les municipalités qui sont très bien ou très mal gérées, notamment, je pense, parmi les grandes villes où il y a un enjeu en vue du second tour des élections municipales. On pense à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux. Eh bien, David, bon, c'est très intéressant. Nous, on a travaillé sur les 380 premières villes de France, hein, celles qui ont plus de 24 000 habitants. Et là, on leur a donné une note sur 20 avec plusieurs indicateurs, les dépenses de fonctionnement, de personnel, les impôts, les dépenses d'investissement et la dette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le recul hein, depuis 2014, puisqu'on travaille sur les mêmes datas de la Direction générale des collectivités locales depuis toutes ces années. Et c'est passionnant de voir qu'il y a des villes qui arrivent à très très bien gérer l'argent public. Alors elles ne sont pas forcément dans les premières villes de France, hein, mais une ville comme Saint-Germain-en-Laye, elle arrive à 15,2 de notes sur 20 avec un niveau de dette qui est extrêmement faible par habitant. Enfin bon, il y a plein de villes qui arrivent à être très Dans bien les grandes gérées. Et puis villes, dans les grandes villes où il y a de dans les l'enjeu grandes villes, David, politique au second tour, des très bonnes notes et des très mauvaises notes. alors, il y a Toulouse qui a une bonne note, hein, qui est à 12,4. Il y a Toulon qui est au-dessus avec 13,3. Ce sont des villes qui ont réussi finalement, malgré leur taille, hein, parce que c'est ça aussi qui est... Plus on monte dans les niveaux de nombre d'habitants, plus on voit que c'est difficile d'avoir des bonnes notes en gestion. Mais Toulouse a augmenté sa note hein, avec une dette qui est assez faible qui est en dessous des 2 000 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate, elle est plutôt autour de 3 000 euros par habitant. Et puis, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, j'ai envie de savoir. et Paris très mal classé, David, hein, 6,9 sur 20, un niveau de dette. Alors, il faut rappeler quand même que Paris est aussi un département et qu'on ne peut pas tellement dissocier les dépenses du département départemental des dépenses de la commune. Mais néanmoins, il faut rappeler aussi que notre palmarès, il se fait en commune plus intercommunalité parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la gestion d'une commune sans regarder ce qui est dépensé au niveau de l'intercommunalité. Hein, sur 170 milliards de dépenses du bloc communal, il y a quand même 50 milliards de dépenses qui se font au niveau des intercommunalités. Donc Paris très mal classé avec 6,9, Nice très mal classé avec 8,1, un niveau de dette à Nice quand Sur on 20, additionne, sur 20, note sur oui 20. sur 20, oui sur 20, 8,1 sur 20. Oui. Hein. Bon, et donc, ça c'est. Et Lyon-Marseille? Et
Lyon-Marseille, Lyon est pas très bien classé, 12e sur 20 avec une moyenne de 10,6. Marseille, pas terrible avec 9,4 sur 20 et plus de 3 000 € de dette par habitant. Et Bordeaux qui a chuté, hein, Bordeaux qui est à 9,7 et qui finalement euh, a un tropisme qui est assez intéressant qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les villes de la métropole, que ce soit Pessac, que ce soit Villeneuve-d'Ornon, etc. Toutes ces villes-là ont vu exploser leur dette par habitant. Pourquoi? Parce que l'intercommunalité est passée de moins de 1 000 € de dette par habitant à plus de 2 200 € de dette par habitant La en ville la quelques mieux années. gérée, Là. la ville la mieux gérée de France, on finit là-dessus, c'est qui? Et quelle note? Ah bah, la meilleure note, c'est Saint-Germain-en-Laye avec Ah, c'est d'accord. 15,2. Ok. La plus mauvaise note, c'est Bagnolet avec 6,4 sur 20. Paris est pas loin avec 6,9. Hein, et on voit aussi que les villes qui sont touristiques, hein, qui ont toujours dit par rapport à notre palmarès, parce qu'on échange évidemment énormément avec les villes en amont avant publication, nous ont dit mais oui, mais nous on est touristique, on a plus d'habitants pendant la saison, etc. Eh bien, certaines, comme La Rochelle, les Sables-d'Olonne, Saint-Malo, arrivent à avoir des notes tout à fait correctes. D'autres sont pas meilleures quand on rajoute les habitants touristiques. Et là, on retrouve des villes comme Nice, hein, qui augmente un peu sa note quand on prend en compte ses habitants touristiques, mais qui reste à 8,7 sur 20. Et Cannes, par exemple, qui passe sa note de 8 à 9,5. Donc on voit très bien que on peut tout à fait décider d'être une ville bien gérée et de baisser la dette, augmenter les investissements, tout en baissant des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement, tout en étant une ville touristique, c'est possible, comme le montre notre classement des villes touristiques dans les plus grandes villes de France. Donc ça, j'encourage tout le monde à aller voir ça sur le site de la Fondation IFRAP. On a tout documenté avec des fiches spéciales, ville par ville, qui expliquent l'évolution de la note, l'évolution des données sous-jacentes, le niveau au niveau de la commune, au niveau du budget principal, les budgets annexes, les budgets de l'intercommunalité. Et je voudrais passer un appel là-dessus en disant pourquoi est-ce qu'on ne vote pas pour les intercommunalités. C'est vraiment un gros trou dans la raquette de la démocratie française. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Agnès Verdier-Molinier, la directrice de Merci. l'IFRAP. Merci Agnès et à bientôt. Avec joie, David. À Salut. bientôt.